Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous accueillir ce dimanche matin sur le plateau de France 2 pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer au 4e Forum Bouddhisme et Médecine dédié à l'empathie, la compassion et la santé qui s'est tenu en mai dernier au centre tibétain de l'Érabling. Pour la première fois en France, une conférence internationale a réuni les plus grands experts en médecine, neurosciences et bouddhisme pour présenter les dernières recherches sur les bienfaits de la compassion et ses applications tant dans le contexte médical que dans la vie quotidienne. Mais quelle est plus précisément l'histoire de ce forum? Dans quelles circonstances a-t-il été créé? Pourquoi avoir choisi ce thème de la compassion? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Olivier Rohrich. Olivier Rohrich, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années. Vous êtes le traducteur personnel du maître tibétain Sogyal Rinpoché et vous-même vous animez régulièrement des retraites et des conférences basées sur son enseignement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Olivier Rohrich, finalement, c'est Sa Sainteté le Dalai Lama qui est un petit peu à l'initiative de ce forum de l'Érabling consacré à la médecine et au bouddhisme. En fait, ça remonte à 1987. Le Dalai Lama a toujours été passionné par les convergences qui pouvaient exister entre la sagesse bouddhiste et les découvertes scientifiques. Et il a créé cet institut Mind and Life, Esprit et Vie, qui chaque année se réunit à Dharamsala lui-même avec des grands scientifiques de toutes les disciplines sur différents thèmes. Et par exemple, en 2003, il y a eu un thème qui était les émotions destructrices avec Daniel Goleman, et ça continue maintenant. Et donc le Dalai Lama est enthousiaste pour toutes ces recherches scientifiques. Et en fait, on peut dire que c'est de là qu'est parti tout ce mouvement qui finalement maintenant est très très présent de convergence de toutes ces disciplines. Alors justement, quel est l'historique du forum de l'Érabling? Et donc en fait, dans cet esprit de dialogue avec les disciplines occidentales, l'Institut de sagesse et de compassion de l'Érabling, en fait, s'est donné toujours comme mission de créer ces congrès et ces rencontres, en espérant que la sagesse bouddhiste pourrait ainsi être offerte pour l'amélioration du monde. Et donc le premier congrès a été fait, était sur la douleur, et il réunissait donc des maîtres bouddhistes, des psychologues, des médecins, en 2002 à Montpellier. Ensuite, il y en a eu un autre en 2006 sur la dépression. En 2010, donc, à l'Institut de sagesse et de compassion sur les effets thérapeutiques de la méditation. Et en 2013, donc, empathie, compassion et santé, dont nous allons parler aujourd'hui. Je voudrais juste citer une anecdote pour vous donner un petit peu le ton. En 2002, lors de l'ouverture du premier forum, le doyen de la faculté de médecine de Montpellier a raconté cette histoire. Il disait, quand j'étais professeur de médecine, j'emmenais mes étudiants regarder mes consultations à l'hôpital et je leur demandais qu'est-ce qu'il y avait de plus important. Et bien sûr, les étudiants rivalisaient de détails techniques variés. Et à la fin, ils leur disaient, non, vous n'avez pas vu le plus important. Le plus important, c'est quand je suis rentré dans la chambre, j'ai salué le patient, je l'ai appelé par son nom, je lui ai demandé comment il allait, et je l'ai aussi salué en partant de la chambre. Et c'était ça le plus important de sa consultation. Et ça a donné le ton, si vous voulez, pour toutes ces rencontres. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ce mouvement consacré aux soins palliatifs a commencé à émerger aux États-Unis. Donc, comment est-ce que ça s'est passé là-bas? Et surtout, comment est-ce qu'après, c'est arrivé jusqu'en France? Alors, en fait, ça a commencé bien plus tôt par Cicely Saunders, qui, juste après la Seconde Guerre mondiale, était en Angleterre et a commencé à créer un centre de soins palliatifs qui s'appelait le St. Christopher's Hospice, et en 1963. Ensuite, il y a eu Elisabeth Kubler-Ross, qui, aux États-Unis, a fait un travail immense dans le domaine de l'accompagnement des mourants. Et je dirais qu'en France, c'est venu beaucoup plus tard, mais Marie de Henzel a joué un rôle capital dans le mouvement. En 1991, il y a eu une sorte de loi qui disait que la mission de l'hôpital était d'assurer des soins palliatifs aux personnes en fin de vie, ce qui était une grande nouveauté, bien sûr. Et donc, c'est ainsi, si vous voulez, que s'est créé ce mouvement d'accompagnement des personnes en fin de vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'approche bouddhiste a apporté peut-être l'élément spirituel. Parce que, en termes d'accompagnement, si vous voulez, il y a l'accompagnement matériel, le soulagement de la douleur, l'accompagnement affectif, psychologique, ça on connaissait déjà bien en Occident. Mais comment inspirer la dimension spirituelle à quelqu'un qui est en train de mourir, comment lui donner confiance pour ce qui va venir, ça c'est ce que des étudiants bouddhistes comme Christy Longaker, par exemple aux États-Unis, ont pu apporter à ce mouvement et lui donner toute sa dimension. Alors vous-même, vous êtes le président de RICPA France et vous êtes aussi très impliqué dans ce mouvement. Alors comment vous est venue cette vocation en quelque sorte? Si vous voulez, j'ai eu le privilège de pouvoir côtoyer de très près des grands maîtres tibétains et d'assister à des entretiens qu'ils ont eus avec des personnes qui étaient en grande détresse et qui venaient les trouver, qui vraiment dans des situations extrêmes.
Et j'ai pu voir comment ils étaient avec ces personnes. Et c'était merveilleux parce qu'ils étaient à la fois en empathie complète, complètement avec la personne, et en même temps, ils avaient une limpidité et une parfaite sérénité. Et je trouvais ça admirable de pouvoir à la fois être comme un soleil qui donne vraiment l'amour et la compassion, tout en étant complètement en empathie avec la personne. Et je me suis dit, c'est vraiment merveilleux cette façon d'accompagner, et c'est ce qui m'a motivé, si vous voulez, aussi sur mon chemin bouddhiste en fait, pour finalement atteindre cette dimension qui permet réellement d'apporter la joie et l'amour à l'autre. Mais alors justement, en quoi consiste cette implication concrètement là aujourd'hui ? Je dirais que concrètement, nous à RICPA, voyez-vous, ce que l'on fait beaucoup, c'est qu'on accueille, en fait, on crée des retraites sur la méditation, l'amour, la compassion et divers thèmes, où en fait beaucoup de soignants, de médecins, de professeurs aussi, d'enseignants, de parents viennent se ressourcer, trouver en eux-mêmes cette source de bonté fondamentale qu'ils ont tous. Et ces espaces de ressourcement sont essentiels pour apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer profondément. Et ensuite, ils trouvent une force d'amour et une stabilité qui leur permet vraiment de travailler avec les personnes qu'ils ont en charge d'une façon la plus efficace possible. Alors revenons plus précisément donc à ce forum qui s'est tenu en mai dernier à l'Érabling. Comment est-ce qu'il se présentait en fait, concrètement parlant? Quelle était sa structure? Combien y avait-il de personnes qui assistaient? Donc on avait à peu près 700 personnes, dont la moitié était du personnel médical. C'était un forum international, il y avait 3 sortes d'intervenants. Il y avait 2 grands maîtres bouddhistes, Sögyal Rinpoche et Ringo Tulku Rinpoche. Il y avait des gens venus du domaine de la psychologie, de psychiatrie, médecine, des praticiens. Et puis il y avait des scientifiques, neuroscientifiques, surtout américains, qui donc venaient là pour exposer le résultat des recherches scientifiques sur l'altruisme et la compassion. Et donc voilà, c'était une rencontre entre ces personnes. Alors cette rencontre était dédiée, je le disais, à la compassion et à l'empathie essentiellement. Alors est-ce que l'on pourrait définir ces termes du point de vue bouddhiste déjà? Alors tout à fait, j'ai une définition que je voudrais vous proposer du Dalai Lama là, qui est sur l'empathie. Il dit « J'utilise le terme de sentiment humain fondamental pour faire référence à la capacité que nous avons tous d'être en empathie les uns avec les autres. C'est ce qui nous permet d'entrer dans la douleur de l'autre et jusqu'à un certain point d'y participer. » Et ensuite, il continue en parlant de ce terme de ninje en tibétain, qui est traduit souvent par compassion. Et il dit en fait que ninje en tibétain, c'est à la fois une qualité de cœur chaleureux, d'empathie, de générosité, de bienveillance, mais c'est aussi l'intelligence pratique, la sagesse, et donc un esprit pratique et intelligent. Et en fait, cette combinaison de la raison et de l'empathie est ce qu'on appelle en tibétain la compassion, ninje. Alors on va écouter à présent la définition qu'en donne l'un des participants à ce colloque. Il s'agit de Thierry Janssen, médecin à Bruxelles. On l'écoute. Vraiment pour moi la compassion c'est la capacité empathique de percevoir la réalité de l'autre et en particulier sa souffrance en résonance avec notre propre souffrance. On est bien conscient que finalement l'autre il est comme nous et avoir envie, c'est cet élément-là qui fait toute la différence, avoir envie de soulager la souffrance de l'autre, mais y compris la nôtre, c'est-à-dire de remettre les choses à leur juste place pour que chacun puisse s'épanouir dans le meilleur de ses potentialités. Et je pense que c'est vraiment, quand on exerce cette compassion, l'expression du meilleur de nous, qui fait du lien, qui fait que la vie peut se manifester et s'épanouir. Alors Olivier Rory, vous êtes d'accord avec cette définition, j'imagine aussi? Je suis complètement d'accord et je la trouve très profonde parce qu'en fait, elle a à la fois cette composante, vous voyez, d'être en empathie avec la souffrance de l'autre, d'être complètement en vulnérabilité, en empathie avec l'autre, mais aussi de trouver en soi-même sa source d'amour, sa source de réconfort et pouvoir la faire partager. Et cet élément-là est capital dans le bouddhisme, parce que le Bouddha disait toujours, si vous cherchez dans le monde entier une personne plus digne de votre amour que vous-même, vous n'en trouverez pas. Seul quelqu'un qui s'aime lui-même ne fera pas de mal à autrui. Donc, en fait, commencer l'amour et la compassion par soi-même, pour pouvoir ensuite la rayonner, eh bien, c'est un élément déterminant dans le bouddhisme. Oui, c'est vrai que l'autocompassion a été largement traitée durant ce forum. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, selon vous, quel impact peut avoir justement cette pratique de l'autocompassion, puis de la compassion sur la société de manière plus générale? Moi, je pense que ce qui est formidable en ce moment, c'est que ce qui s'est montré à ce forum, c'est que les découvertes scientifiques montrent qu'il y a une inscription corporelle
de l'amour et de la compassion. C'est-à-dire que quand vous exprimez l'empathie, l'amour et la compassion, il y a une modification tangible sur le cerveau et il y a une preuve en quelque sorte biologique que vous allez être plus heureux, plus efficace, plus serein et que c'est une situation gagnant-gagnant. Et comme le monde entier cherche désespérément le bonheur, l'efficacité, le bien-être et toutes ces valeurs-là, en fait là on a presque une démonstration scientifique que c'est l'altruisme qui va nous y mener. Et si cette idée-là pouvait devenir très importante dans le courant vraiment de pensée de la société tout entière, ça pourrait faire une vraie révolution dans les mentalités. Et est-ce que l'on a déjà une idée du thème qui va être traité lors du prochain forum? Est-ce que vous savez un petit peu quel est le programme? Eh bien, le thème qu'on envisage, c'est bouddhisme et éducation. Parce qu'en fait, c'est aussi le Dalai Lama qui dit cela. Il dit que c'est vraiment l'éducation qui déterminera l'avenir. C'est évident d'ailleurs. Parce que dans le bouddhisme, voyez-vous, on pense que tous les êtres ont à l'état de potentiel cette bonté et cet altruisme. Mais simplement, c'est comme un champ qui doit être cultivé. Et si, effectivement, avec l'éducation juste, l'environnement juste, eh bien, on pourra faire rayonner dans le cœur de tous les êtres cet altruisme. Et donc, transformer réellement, amener la paix dans le monde. Mais ce thème de l'éducation, à la fois dans les familles et dans les établissements scolaires, universitaires, à tous les niveaux, c'est l'enjeu capital de notre siècle, c'est évident. Et qu'est-ce que vous espérez de ces rencontres, Olivier Rohrich, finalement? Moi, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est que, bon, il y a si vous voulez, les maîtres bouddhistes enseignent l'altruisme, il y a ces congrès, là, auxquels assistent beaucoup de gens, et ça, c'est formidable, parce que c'est des éléments fondateurs. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages excellents qui paraissent sur le sujet. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, chacun vient, par exemple, chaque personne qui est venue à ce forum de médecine, bon, si c'est une infirmière, si c'est un médecin, elle en revient, je pense, avec un espoir. Un espoir qui va pouvoir s'instaurer une autre relation avec le patient, ou avec l'enfant, ou avec l'élève, une autre relation que la relation de distance professionnelle. Il va pouvoir s'installer une relation d'empathie véritable, où on va enfin pouvoir se permettre d'être des êtres humains, et d'être authentiques, d'être sincères, et d'être en empathie, et victorieusement, c'est-à-dire que ça fonctionne, que ça marche, que ça puisse rayonner. Et ça, c'est un espoir immense, parce que si vous connaissez la souffrance qu'il y a dans le monde, des enseignants, du monde médical, qui est due à cette obligation de garder une distance professionnelle, de rester, vous voyez, quelque part sur la défensive, en fait, presque, eh bien, ça, c'est une immense souffrance. Et c'est aussi la cause du burn-out et de toutes ces choses. Et donc, si effectivement les gens trouvaient le moyen d'être vulnérables, d'être authentiques, tout en restant stables et bien ancrés en eux-mêmes, ça serait une véritable révolution, on peut le dire. Et ça, je pense qu'avec la pratique, les outils qu'offre la sagesse bouddhiste, c'est pas simplement un vœu pieux, ça peut être une réalité pour demain. Tout à fait. Très bien, bien. Nous tenterons de voir ces outils plus concrètement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Olivier Rohrich. Merci. Pour terminer, voici quelques livres que nous vous proposons. À l'occasion de son 20e anniversaire, une réédition enrichie et augmentée du livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, à la table ronde. Un ouvrage de référence où l'auteur concilie l'ancienne sagesse du Tibet et la recherche contemporaine sur la mort et les mourants. Il nous présente également une introduction complète à la pratique de la méditation, aux notions de renaissance et de karma. Quand l'esprit dialogue avec le corps, entretien avec le Dalai Lama sur la conscience, les émotions et la santé, sous la direction de Daniel Goleman, publié chez Guitry Daniel, ainsi que S'épanouir pour un nouvel art du bonheur et du bien-être de Martine Seligman, préfacé par Christophe André aux éditions Belfond. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.